Bonjour à tous, ici Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Les startups à l'école est une initiative de l'incubateur Agoranov qui permet de rapprocher les entreprises innovantes de la jeune génération à travers des projets, événements et activités pédagogiques immersives. Sur ce podcast, nous parlerons innovation et découvrirons ensemble les coulisses de l'écosystème startup. Durant chaque épisode, élèves et étudiants iront à la rencontre d'un entrepreneur pour tenter de déceler les clés de la réussite d'un projet, comprendre ce qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles et comment ces idées prennent-elles vie. Quels sont les rouages de l'innovation et à quoi sert-elle ? Comment se conjuguent recherche et entrepreneuriat ? Quelles leçons et apprentissages tirer de ses propres erreurs ? Comment puis-je me lancer dans l'aventure startup ? C'est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces rencontres à la fois marquantes et inspirantes. Ce podcast est en partenariat avec le programme européen EIT Digital. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en collaboration avec 3 étudiants, Benoît, Florian et Thibaut, du master maîtrise des risques industriels des mines ParisTech et la start-up Sublime Énergie. Au cours de ce podcast, nous parlerons énergie et industrie. Nous découvrirons notamment, à travers le regard de notre expert Bruno Adhémar, les enjeux liés à l'utilisation du nucléaire à travers les âges, mais aussi les bénéfices qui découlent des énergies renouvelables et de la méthanisation. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler d'énergie, de nucléaire et du secteur de l'industrie et plus particulièrement de la gestion de crise liée à la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. Merci à Bruno Adhémar, notre invité, d'assister à ce podcast aujourd'hui. On va commencer du coup avec les premières questions. Je m'appelle Thibaut Merveis, j'ai 24 ans. Et donc, concernant mon parcours, j'ai effectué une licence en ingénierie de la santé à la faculté de pharmacie de Montpellier et ensuite un master en management de projet en environnement santé, donc un master plus hygiène, sécurité, environnement, pour ensuite terminer au master spécialisé maîtrise du risque industriel des mines ParisTech. Donc bonjour, je m'appelle Florian Chmielewski, j'ai 24 ans, et donc j'ai un parcours plutôt scientifique avec une licence initiale en neurosciences. Donc à l'issue de la licence, j'ai poursuivi avec un master en HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Et aujourd'hui, je poursuis avec un master spécialisé à l'école des mines en maîtrise des risques industriels. J'effectue aujourd'hui une alternance chez Technip Energies, donc une entreprise qui travaille dans le domaine énergétique. Et pour ce qui est de mon projet futur, c'est vrai que j'aimerais bien profiter d'une expérience assez singulière, notamment à l'international, peut-être via le biais d'un volontariat international en entreprise, un VIE. Et j'aimerais rester dans le domaine énergétique. Alors je m'appelle Benoît Corr, j'ai 24 ans. Après mon baccalauréat scientifique, j'ai pu faire 3 années de classe préparatoire au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Et j'ai ensuite intégré l'École nationale supérieure d'arts et métiers, dont j'ai été diplômé en 2020, avec une spécialisation en génie industriel que j'ai pu faire en échange à l'université de Sao Paulo au Brésil. Et donc je suis actuellement cette année la formation du master spécialisé maîtrise des risques industriels de l'école des mines ParisTech. Bonjour Bruno, donc merci de participer à cet entretien avec nous au sein de ce podcast. Alors tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre parcours et vos différentes expériences professionnelles ? Oui, bonjour à tous, Bruno Adhémar. Donc j'ai 55 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Professionnellement, j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie de FELMA, de l'École Polytechnique de Grenoble. Et j'ai commencé à travailler directement chez Areva, il y a 27 ans maintenant, un peu plus que ça d'ailleurs. Et j'ai commencé chez Areva par faire du planning, du projet, dans tout ce qui était traitement des déchets. Et donc, la première fois que j'ai été confronté à une crise, on peut dire que c'était en allant à Tchernobyl en 2000. J'ai passé 1 an là-bas, même si la crise était terminée depuis bien longtemps. Le site était en perpétuelle évolution en termes de traitement de déchets. Et donc j'ai participé à un premier projet pendant 1 an pour faire une installation de traitement d'eau déjà en 2000. Ensuite, je suis rentré en France. J'étais sur le projet Melox dans le sud de la France. Le projet Melox, c'est une première mondiale. C'était une usine de fabrication de combustible
de combustible MOX à base de plutonium et d'uranium. Et puis ensuite, j'ai été aux États-Unis pendant 2 ans sur un projet avec des Américains et des Russes. Et donc je suis revenu un petit peu avec l'âme slave des projets qui peuvent se faire dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du MOX aussi. Donc en rentrant, je suis revenu en France et j'ai passé entre 2005 et 2011 6 ans à la logistique, où je me suis occupé d'un département logistique. Et puis est arrivé 2011 et l'accident de Fukushima. Et donc j'étais chef de projet de la première installation de traitement d'eau à Fukushima entre avril et juillet 2011. Et ensuite, quand je suis rentré en juillet 2011, j'ai été chez Areva, responsable du projet de force d'intervention nationale en cas d'accident grave. Merci. Donc aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec Sublime Énergie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes motivations peut-être et de ce qui t'a poussé à entreprendre ? Paradoxalement, en fait, c'est grâce à Fukushima en fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Depuis mon diplôme d'ingénieur en 90, j'avais toujours eu en tête de vouloir créer une boîte. J'avais plein d'amis ingénieurs, d'écoles de commerce, etc. Donc on avait plein de compétences potentielles et puis des liens qui auraient pu faire qu'on fasse de l'entrepreneuriat ensemble. Sauf qu'il fallait une idée et à l'époque, l'idée, je ne l'ai pas eue. Et puis après, en rentrant chez Areva, c'était tellement prenant, tellement intéressant tout ce que j'ai pu faire que j'y suis resté. Et donc, en fait, pourquoi c'est grâce à Fukushima ? Parce que en 2017, j'ai rencontré, grâce à Fukushima, un prof de l'école des mines qui s'appelle Franck Garnieri, passionné de Fukushima, et avec qui j'ai commencé à avoir quelques échanges, avec qui on a sympathisé. Et puis arrive juin 2018, et l'école des mines de Paris a eu l'excellente idée de créer un master qui s'appelle Deep Tech Entrepreneur, et qui visait à mettre en relation des futurs entrepreneurs avec de la bouteille. Moi, j'avais 25 ans, plus de 25 ans d'expérience chez Areva, avec des chercheurs pour créer une boîte. Et c'est grâce à Franck, en fait, qui est à l'école des mines de Paris, et puis avec qui j'avais discuté sur mes aspirations, sur le fait que ça devenait un peu plus compliqué chez Areva, etc., etc. Et qui m'a dit, maintenant qu'on se connaît un peu, je pense que ce truc-là, c'est pour toi. Et effectivement, il s'est pas trompé. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est venu... donc, j'ai quitté Areva, en fait. J'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai commencé le master en septembre 2018, et j'ai fait le master pendant 4 mois avant de me décider à faire une rupture conventionnelle, même si j'avais quand même préparé le terrain un peu chez Areva. Et donc, j'ai fait cette rupture conventionnelle. Je me suis foutu à fond dans le master pendant 1 an. Et voilà. Donc, c'est venu parce que chez Areva, je tournais un peu en rond. Parce que toute ma carrière, j'ai été pratiquement chef de projet très longtemps. Donc, j'ai fait des projets. Donc, quelque part, un projet, c'est de l'intrapreneuriat, surtout quand on est dans le nucléaire et qu'on fait des first of a kind, quoi, des premiers de série à chaque fois. Donc, tu as toujours été un petit peu animé par ça. Et puis, ouais. Et puis morale de l'histoire, il n'est jamais trop tard pour entreprendre, en fait. Ouais. C'était le truc bien de ce master. C'était l'idée de rapprocher des gens, de dire que les histoires qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est pas que avec des jeunes, et au contraire... Les boîtes qui durent, c'est souvent avec des gens qui ont quand même de l'expérience déjà, quoi. C'est vrai que tu as eu pas mal d'expérience dans le milieu industriel, des énergies, et on aimerait un petit peu que tu nous donnes ton point de vue sur la gestion de crise liée à Fukushima et la façon dont tu as appréhendé ça et dont les équipes françaises ont appréhendé cette catastrophe sur site quand ça s'est produit. Alors, pouvez-vous nous parler du contexte de votre intervention et des circonstances liées à cette catastrophe de Fukushima? Le contexte de l'intervention, donc 11 mars 2011, le tremblement de terre tsunami. Le 12 mars, première explosion à Fukushima. Donc on prend conscience du problème. Le monde du nucléaire est un petit monde, donc il se passe quelque chose, on le sait tout de suite.
Très rapidement, chez Areva, des équipes se sont mises en place pour réfléchir à ce qui pourrait être fait, même sans savoir. En plus, on est dans un contexte de fin de règne de Anne Lauvergeon. Anne Lauvergeon était là depuis 10 ans. Son mandat de présidente s'arrêtait le 18 juin 2011. On était le 11 mars. Donc, elle a voulu faire quelque chose. Donc, très rapidement, elle s'est mise en contact avec les Japonais. Et elle s'est rendue compte qu'ils étaient face à un problème énorme. C'est-à-dire qu'aucune société japonaise et aucune société américaine, les Japonais travaillent beaucoup avec les Américains, aucune société ni japonaise ni américaine ne voulait relever le défi du post-crise. Parce que les relations pendant la crise vraiment du 12 mars jusqu'au 20, enfin pendant les 2 premières semaines, on va dire, surtout la première semaine, c'est les Japonais qui ont géré ça en interne. Après, très rapidement, est venu se poser le problème de l'eau contaminée, puisqu'ils ont réglé leur problème en injectant énormément d'eau. Et donc, les spécialistes de la contamination de l'eau dans le monde, il n'y en a pas 50, c'est ceux qui font du retraitement, et nous, Areva, on est spécialistes de ça. Donc très rapidement, Anne Lauvergeon a proposé ses services au gouvernement et japonais. Et une mission s'est mise en œuvre dès fin mars. Et donc on m'a appelé, moi, tout début avril pour savoir si je voulais partir. Et donc le 12 avril, j'étais sur place. Alors, quel était votre état d'esprit en arrivant en avril, justement, au Japon, dans ce contexte ? Ça a été un choc. Et le choc passé, tout de suite, j'ai eu envie de faire quelque chose sans savoir ce qui allait se passer. Et puis très rapidement, j'ai appris qu'un truc se tramait, donc je me suis porté volontaire. Donc j'étais extrêmement volontaire pour y aller. De toute façon, on n'a appelé que des volontaires pour y aller, bien évidemment. Et donc moi, j'étais dans un état d'esprit d'avoir envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, et puis surtout d'aider, quoi. Donc on a été envoyé là-bas parce qu'on avait des compétences. C'était un challenge dingue de faire en très peu de temps une installation de traitement d'eau, un truc qu'on fait en 2 ans habituellement. Là, le challenge, c'était de le faire en 2 mois. Donc c'était un projet. Moi, ça a toujours été mon métier. J'avais quitté un peu le projet puisque j'étais allé vers la direction d'équipe et dans la logistique. J'étais plus tellement dans mon métier de base, mais du coup, je suis revenu dans le métier du projet avec grande envie. Et puis avec l'envie d'aider les Japonais parce que c'était une situation terrible, quoi. Très bien, merci. Et donc justement, sur la décontamination des eaux usées, quelle était votre problématique principale en tant que chef de projet sur cette mission-là ? Nous, déjà, ça a été de gérer les Japonais parce que ils avaient des idées assez arrêtées de ce qu'ils voulaient, même s'ils nous demandaient à nous, spécialistes, de mettre des choses en œuvre. Ils avaient quand même des idées très arrêtées et ils étaient très demandeurs d'avoir des choses très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même façon de travailler avec les Japonais. Donc la problématique, ça a été de s'adapter en fait au contexte japonais, où paradoxalement, les Japonais, quand ils font une usine, ils rentrent dans le détail tout de suite, quoi. En gros, c'est un peu, on avait une expression de pyramide inversée, quoi, où en France, on a une idée. Donc c'est la pointe de la pyramide, et puis on commence à faire un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, etc. Puis à la fin, on a notre usine, la base, quoi. Les Japonais, c'est un peu le contraire, quoi. Ils mettent tout sur la table au début, et puis ça va, et puis à la fin, il y a l'usine qui se crée, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu l'image que je veux dire. Donc s'adapter à ça, et donc ils étaient en demande d'énormément de détails très rapidement, chose qu'on n'avait absolument pas, quoi. Parce que nous, il nous fallait le temps quand même de rentrer, de trouver la solution, de l'étudier un petit peu. Donc la problématique, ça a été de s'adapter à ça, de gérer un rythme de travail complètement délirant, c'est-à-dire qu'on avait 3 réunions par jour avec eux, une à midi, une à 17h et une à 20h, et c'était tous les jours comme ça, samedi, dimanche compris. Et donc aussi de trouver en très peu de temps des volontaires pour venir nous aider sur place. Parce qu'on est parti à 4 ou 5. Il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient parties juste avant moi. Et on s'est retrouvés là-bas.
dès le début, on était 6 ou 7 quand je suis arrivé le 12 avril, hein, très, très rapidement. Et puis, on est monté à 30 personnes en 3 semaines. C'était que des volontaires, etc. Et après, il y avait une autre problématique, c'était de gérer l'afflux de volontaires, un peu comme il s'est passé après à Fukushima, où il y a eu les Fukushima 50, parce qu'il y avait plus de volontaires. Ils voulaient 50 personnes, il y avait beaucoup plus de volontaires pour rester. Nous, ça a été pareil, quoi. Il y a eu 150 personnes qui se sont portées volontaires pour venir, donc après, il a fallu gérer. Mais le gros truc, c'était de gérer les Japonais. Est-ce que justement, vous parliez des Japonais? En quoi le contexte international a-t-il pu modifier la gestion de cet événement? Il faut bien se mettre dans l'état d'esprit que si ça nous arrivait en France, on aurait beaucoup de mal, quoi qu'on dise, à faire intervenir des gens extérieurs. Alors, je m'explique. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se préparer, avoir des volontaires, ces volontaires, ils sont forcément chez vous, en France, si ça se passe en France, et dans le pays où ça se passe, la crise. Donc, le contexte international, c'est là où ils ont fait aussi quand même très fort, les Japonais, c'est de nous accepter, d'accepter qu'on aille sur le site de Fukushima, travailler sur des réacteurs qu'on connaissait pas, quoi. La grande réussite, je trouve, des Japonais, justement, c'est d'avoir fait appel à l'extérieur et de nous avoir, nous, impliqués très rapidement et nous avoir donné la possibilité de le faire, en fait. Donc, forcément, un accident nucléaire, c'est forcément international. Pour en revenir à aujourd'hui, en quoi cette expérience enrichissante vous sert-elle dans votre aventure avec Sublime Énergie? C'est une entreprise qu'on a créée en 2019, donc très jeune. On est au début. On a été chercher une technologie dans un labo. Donc, pour ceux qui connaissent le niveau de TRL, donc c'est du TRL1. TRL1, en gros, c'est l'idée. Et puis, on veut aller à TRL9, qui est la commercialisation. Donc, des crises, je dirais pas qu'il y en a tous les jours, mais si, presque. C'est de la gestion de crise permanente parce qu'on n'a pas suffisamment de monde, parce qu'on n'a pas les compétences, parce que ça se passe pas comme prévu avec la techno, etc., etc. Faut relativiser, on n'est quand même pas à ce niveau-là, mais c'est l'expérience, c'est surtout d'être zen, en fait. D'être le plus zen possible. Et même si le fait d'avoir quitté Areva, de ne plus avoir de conditions matérielles assurées, comme c'était le cas à l'époque, que ce soit dans le présent, enfin dans le passé et puis dans le futur, si on parle de retraite, de machin, là c'est différent, on est reparti à zéro. C'est de rester zen, quoi, de rester... Moi, ce que j'amène aussi, c'est ça, quoi. C'est que quoi qu'il nous arrive, c'est de le prendre de la façon la plus calme possible. Une crise, c'est dans le nucléaire, ça va très vite, mais il faut quand même aussi prendre un peu le temps de réfléchir. Donc c'est aussi de relativiser et puis de poser très rapidement des jalons, de réfléchir à un planning, des choses comme ça, quoi. Mais surtout d'être zen, quoi. Super. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage captivant et super intéressant. Si tu le veux bien, j'aimerais qu'on discute un petit peu de Sublime Énergie et de cette nouvelle aventure start-up. Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, aux côtés de Nicolas, qui est aussi un des cofondateurs, à te lancer dans cette aventure, à créer Sublime Énergie et à être incubé chez Agoranov aussi? L'idée de devenir entrepreneur, c'est une vieille idée qui a été concrétisée donc, en 2018, suite au lancement par Mine Paris-Tech de ce master Deep Tech Entrepreneur Second Life, qui porte bien son nom. Je ne sais pas s'ils vont garder le temps, enfin, en tout cas c'était bien trouvé à l'époque, Second Life. Et donc de découvrir pendant ce master, d'avoir la chance pendant ce master d'avoir des profs à l'école des mines, par exemple Armand Hatchuel, qui m'a fait découvrir ce que c'était que les entreprises à mission. Une des raisons pour lesquelles j'ai créé Sublime Énergie, c'est que c'est une société à mission. Je ne connaissais pas ça avant. Peut-être que si le statut de société à mission n'existait pas, peut-être que je ne serais pas là en train de vous parler. En tout cas, coup de bol, rencontrer Armand Hatchuel. Ensuite, de pouvoir avoir accès à des technologies de pointe dans une école, les mines de Paris,
extrêmement spécialisé, donc de la confiance dans une techno qui doit aboutir. Et donc déjà, si la technologie aboutit, on peut se dire que la boîte peut marcher. Et puis d'avoir rencontré Nicolas, avant Nicolas, parce que Nicolas, je ne le connaissais pas avant, et Rodrigo non plus, c'est les deux cofondateurs, c'est d'avoir découvert ce que c'était que la méthanisation en 2018. En 2018, je ne savais pas ce que c'était que la méthanisation. Je l'ai découvert très tôt, et on est tous les trois, d'ailleurs, enfin surtout Nicolas, Rodrigo connaissait un peu, mais Nicolas ne connaissait pas du tout non plus. On est vraiment tombé dedans, on a découvert un truc... encore aujourd'hui, je me demande pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi c'est pas plus développé, pourquoi on a mis autant de temps avant de se rendre compte que c'était un truc absolument génial. Il y a notamment un rapport du Corps des mines de 2015 qui dit que la méthanisation, même si ça faisait pas d'énergie, il faudra en faire. Donc, pourquoi m'être lancé là-dedans ? C'est petit à petit, l'envie est montée pendant le master. Se dire d'avoir trouvé un associé, parce que je conseille à tout le monde d'avoir un associé et de ne pas partir que avec un chercheur. Nous, on a... je pense que 3, c'est pas mal. Peut-être qu'il aurait fallu un quatrième, enfin bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais d'avoir trouvé la confiance, la bonne idée, et l'écosystème aussi qu'on a su mettre autour de nous, petit à petit. L'école des mines et autres, le mentorat qu'on a pu avoir, la rencontre avec les agriculteurs, tout ça, ça a bien pris. On s'est rendu compte très vite que le projet intéressait énormément de monde. Nous, on s'est convaincus très rapidement qu'il pouvait avoir une portée extrêmement importante. Et puis, ce qui a tout emporté en plus aussi, c'est la société à mission, quoi. Bon, Agoranov, après, c'est comme plein de chances qu'il faut avoir. On était à l'école des mines, on a fait ce master. Dans l'écosystème des mines, il y a Agoranov, puisque l'école des mines, je crois, fait partie du conseil d'administration, un truc comme ça. Donc est venu pendant notre master Jean-Michel Dalle, qui est le patron d'Agoranov. On lui a expliqué notre projet. On a bien senti que ça lui plaisait, même si on était au tout début. Donc après, c'était l'occasion. Quand on s'est rendu qu'on ne connaissait pas Agoranov, on s'est rendu compte que c'était l'incubateur historique parisien, incubateur public. Donc nous, ça va très bien avec nous, parce que on est issu de la recherche publique. Dans notre mission, il y a valoriser la recherche publique. Donc voilà, ça fitait très bien. Et donc, Agoranov. Super, et on est ravis de vous avoir. Et du coup, donc, tu parles beaucoup de méthanisation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu flou dans le commun des esprits. Et pourtant, on a tout à y gagner d'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites chez Sublime Énergie et ce que c'est que la méthanisation ? Alors, la méthanisation, d'abord. Donc, dans méthanisation, il y a méthane. Et donc, méthanisation, c'est fabriquer du méthane. Et c'est un procédé historique. C'est comme ça que la Terre a fabriqué du méthane il y a des dizaines de millions d'années. C'est de la dégradation organique végétale. Donc c'est de la dégradation de végétaux qui, mis en contact avec des bactéries, ces bactéries se nourrissent de la dégradation, bouffent le CO2 qu'il y a dans les plantes et dans les végétales, et fabriquent, comme dans un intestin, le nôtre, ou celui des vaches, pour ne pas les nommer, fabrique du méthane, tout simplement. Et donc, on peut, grâce à ce procédé, et grâce à l'aide de ces petites bestioles de bactéries, refaire ce qui s'est passé il y a des dizaines de millions d'années et qui a donné le gaz naturel. Et justement, ces bactéries, elles aident à ce que la méthanisation soit pas un procédé trop énergivore. C'est-à-dire c'est les bactéries qui font le boulot, quoi. Donc la méthanisation, c'est de la dégradation organique, anaérobie, parce que les conditions idéales, c'est sans oxygène. Donc en gros, on noie, c'est noyé dans de l'eau. Et la dégradation organique se fait, et donc du méthane est fabriqué. Et donc la méthanisation, c'est savoir mettre dans un environnement idéal, donc un méthaniseur, quelque chose de fermé, de la matière végétale qui va se dégrader. Avec l'action de ces bactéries, on fabrique du méthane, on récupère le méthane. Voilà. Donc ça, c'est un procédé historique. Il y a des dizaines de millions de méthaniseurs en Chine, des tout petits, chez les gens. Ils font leur propre méthane comme ça. Ils n'ont pas de gaz naturel, ils n'ont pas de réseau, etc., etc. Tu peux faire ça en petite quantité. C'est fait en Afrique aussi.
la version un peu plus industrielle de la méthanisation. Donc, c'est de faire des méthaniseurs qui ont une taille suffisante pour produire suffisamment de biogaz. Donc, la méthanisation, malheureusement, ne fabrique pas que du méthane. Ça fabrique un biogaz qui est un mélange de méthane et de CO2, dioxyde de carbone, à peu près 50-50, ou vraiment quand la méthanisation marche très très bien, on peut arriver à 70% de méthane et 30% de CO2. Enfin, en tout cas, il y a un mélange. Et du coup, pour utiliser ce biogaz, il y a plusieurs solutions. Et soit on peut brûler ce biogaz directement dans un moteur. On fait de la cogénération, donc on génère de l'électricité et de la chaleur. Alors, le rendement du moteur n'est pas terrible, donc au niveau énergétique, c'est pas terrible, c'est un rendement de moteur. Et puis en plus, si on n'utilise pas la chaleur, c'est pas terrible du tout. Et donc, il faut savoir utiliser la chaleur localement, là où elle est produite. C'est pas très, très simple. Deuxième truc, c'est d'épurer le CO2, c'est épurer le biogaz, c'est enlever le CO2, ne récupérer que le gaz naturel. Et donc là, on est rentable quand il y a suffisamment de production pour pouvoir se payer l'épurateur. L'épurateur est cher, il n'y a pas de petit épurateur possible. Donc il y a énormément de projets de méthanisation qui ne sont pas rentables. Pour les rentabiliser, il faut faire des gros trucs. Or, 90% de la matière méthanisable en France, dans le monde, elle est dans les exploitations agricoles. Que ce soit des déchets, que ce soit du lisier, des fumiers, etc., etc. 90% de la matière, elle est dans les exploitations agricoles. Et les exploitations agricoles, elles sont petites en France, même si après la guerre, il y avait 4,5 millions d'exploitations agricoles, il n'y en a plus 450 000. Mais il y en a quand même encore 450 000, et donc elles sont vraiment très dispersées. Il y en a 90 départements, donc ça en fait un paquet quand même par département. Du coup, les petites exploitations, elles ont peu de déchets, donc elles ne peuvent pas faire des gros méthaniseurs. Et du coup, c'est qu'on est confronté à la méthanisation aujourd'hui au fait que faire des gros méthaniseurs, ça nécessite de faire plein de transports d'intrants. Donc, on transporte des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, au point de vue énergétique global, c'est pas terrible, quoi. Donc, il y a des freins un petit peu à cette méthanisation aujourd'hui. Et nous, avec la technologie qu'on a trouvée, qui est de la liquéfaction de biogaz, on peut répondre à une problématique justement de démocratisation de cette méthanisation. Grâce à cette techno, en fait, on peut rendre rentable des projets de méthaniseurs dans des petites exploitations agricoles qui ne le seraient pas sans nous, en fait. Et donc, on évite de transporter... tous les déchets restent sur place. Notre technologie permet de laisser tous les déchets sur place et de donner la possibilité à des petites exploitations agricoles de faire un méthaniseur et donc de gagner d'argent, quoi. Donc, les prochaines étapes, c'est démocratiser le biogaz pour le transport. Ouais, nous, notre volonté, la prochaine étape, c'est de mettre bien au point notre techno et effectivement de convaincre que il faut faire énormément de petits méthaniseurs dans les petites exploitations agricoles pour démocratiser la méthanisation en milieu diffus, bien entendu. Toute l'énergie vient du fossile, donc on est face à un challenge énorme et il faut aller chercher partout l'énergie non fossile dont on dispose. Et là, on a des petites bactéries qui viennent nous aider avec nos déchets, et donc il faut absolument en profiter, quoi. Et convaincre que c'est une bonne solution. Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre la méthanisation, malheureusement, pas informés, parce que voilà, ils ont des idées sur des choses où on ne leur a pas forcément expliqué. Donc la prochaine étape, oui, c'est ça, une fois qu'on aura démontré que la solution est viable, on en est au début, je parlais de TRL, on en a TRL 5, il nous reste encore quelques étapes, mais on est quand même très confiant. Il va falloir faire ça, effectivement, convaincre, et même convaincre le monde politique, qui voit beaucoup par l'hydrogène et l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même une loi qui a failli passer pour interdire les moteurs thermiques. C'est à l'horizon 2030. C'est complètement délirant. Heureusement, la loi a changé et on interdit les carburants fossiles dans les moteurs thermiques. Aujourd'hui, les politiques ne sont pas faites en prenant en compte des analyses de cycle de vie complètes. On fait une analyse de cycle de vie au pot d'échappement. Donc, une voiture électrique et l'hydrogène, il n'y a pas de CO2 au pot d'échappement. Donc, on considère que c'est bien. Sauf que c'est pas au pot d'échappement qu'il faut le faire, quoi. C'est sur la vie globale de l'objet, quoi, de la bagnole et du combustible qu'on met en entrée. Et là, quand on fait ces analyses de cycle de vie complètes, il y en a plusieurs qui ont été faites,
Nous, on est en train d'en faire une encore avec Carbone 4, comme ça vient pas de l'ADEME, ça vient pas de je ne sais où, ça vient pas de Sublime Énergie, ça viendra de Carbone 4. Et on se rend compte que c'est le meilleur carburant de remplacement. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du statut de société à mission que vous portez chez Sublime Énergie ? Je sais que ça te tient à cœur et que vous êtes une des seules startups à l'avoir à Agoranov, il me semble. Je pense même qu'on est la seule à Agoranov. Vous êtes la seule, ouais. Depuis qu'on y est, j'ai essayé d'émanciper un peu, d'en parler un petit peu, mais il y a une société ou deux, une start-up ou deux qui a été intéressée. Mais oui, ça me tient à cœur. On est la première société à mission qui a été immatriculée en France. Le statut, je parlais de chance tout à l'heure, encore chance. La loi Pacte date de 2019. C'est cette loi qui a institué le statut de société à mission. Elle est sortie en avril 2019, en mai 2019, et nous, on a créé la société le 29 juillet 2019. Donc, on a pris ce statut immédiatement. Alors, pourquoi ? Parce que ça donne un sens à ce que fait une entreprise. Donc, aujourd'hui, en fait, les valeurs que tu incarnes sont transmises en partie par ce statut-là, et on peut dire que ta vision de l'entrepreneuriat aussi. Quelle est, dans le fond, ta vision en fait, de l'entrepreneuriat, du management au quotidien, en tant que cofondateur d'une start-up ? Moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est celui que j'ai dit. C'est quand on a la chance de pouvoir créer une structure, sauf si on travaille que pour soi-même et qu'on est son propre patron et qu'on n'a pas vocation à travailler avec les autres. Mais à partir du moment où on a la chance, parce que moi je considère que c'est une chance, moi c'est une chance qui m'a été donnée, et d'être ce que je suis, d'avoir un diplôme d'ingénieur, et de deux, d'avoir de l'expérience, et de trois, d'être dans un pays qui, grâce à Pôle emploi, Pôle emploi est le premier patron des entrepreneurs. Moi, ça fait 2 ans que je travaille et je me verse pas de salaire parce qu'on ne pourrait pas se verser un salaire aujourd'hui, même si on a des salariés et qu'on va s'en verser bientôt. On ne pouvait pas le faire au début. On a été aidé depuis le début par le gouvernement, par la société. Donc, on a des missions sociétales. Et toute entreprise aujourd'hui, quand n'importe quelle start-up se fait aider. Et donc, la vision de l'entrepreneuriat, c'est de faire en sorte de régler des problèmes de société extrêmement importants, notamment le climat, mais il y en a d'autres, tout en donnant la possibilité aux gens qui travaillent dans la société de s'épanouir, de faire des trucs intéressants, de partager certaines valeurs. On n'oblige personne, évidemment, mais de faire en sorte que son boulot au quotidien ait du sens. Cet épisode va se terminer ici. Je te remercie beaucoup, Bruno, pour ta participation et pour ce témoignage super intéressant. Merci également à nos 3 étudiants, Thibaut, Benoît et Florian, d'avoir participé à cet épisode. Et je vous dis donc à bientôt. Merci à vous tous. J'étais extrêmement content de participer. Merci de m'avoir encore donné l'occasion de le faire. Merci à toi. Oui, de la même manière, merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui dans vos locaux. Merci à vous, Bruno, pour cet entretien qui fut extrêmement enrichissant pour tous les 3 ans. Avec plaisir. À bientôt.